Bonjour à toutes et à tous. On commence fort aujourd'hui avec cette nouvelle concernant Kylian Mbappé. Il serait désigné tireur numéro 1 pour les pénaltys et les coups francs directs au Real Madrid. Ah oui, direct. Direct, oui. Info de The Athletic FC. Ça en dit long quand même sur son statut, dès son arrivée. Cette histoire de tireur numéro 1, bon, c'est symbolique. Mais au-delà de ça, ça implique quoi concrètement pour l'équilibre de l'équipe? Je pense à des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, qui prenaient aussi leurs responsabilités, non? C'est une excellente remarque. Parce que ça dépasse la simple question technique de qui tire le mieux. C'est une affirmation d'autorité, immédiate. Le club dit clairement, voilà notre nouvelle pièce maîtresse. C'est autour de lui que ça va tourner, y compris sur les phases arrêtées. D'accord. Donc, en interne, le message sur la hiérarchie offensive, il est très clair. Ça peut motiver certains, c'est sûr, mais pour d'autres, ceux qui avaient ce rôle avant, ça demande un certain réajustement, forcément. Et justement, réajustement, ça nous amène à Rodrigo. Là, la situation a l'air assez intéressante. D'après Guillermo Ray et Mario Cortegana, il aurait demandé à ses agents de regarder ailleurs cet été. Apparemment, une grosse colère après un remplacement. Ah oui, quand même, hein. Oui, mais et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment intriguant. Les mêmes sources disent que les clubs qui pourraient être intéressés, ils ne seraient pas tout à fait convaincus qu'ils veuillent vraiment partir du Real. D'accord. Du coup, cette semaine s'annonce décisive pour clarifier tout ça. Comment on peut lire cette contradiction apparente? C'est toute la complexité du truc, en fait. D'un côté, oui, il y a une frustration. Elle est sûrement légitime, peut-être même accentuée par l'arrivée d'Mbappé, un concurrent direct de calibre mondial. Forcément, la perspective de moins jouer ou dans un rôle différent, ça peut énerver. Logique. Mais de l'autre côté, il y a la réalité. C'est le Real Madrid. Quitter ce club-là, c'est pas juste changer d'équipe. C'est renoncer à un statut, à une visibilité mondiale, à une machine à gagner des titres majeurs, quoi. La pression est énorme, c'est vrai, mais la récompense aussi. Oui, c'est sûr. Donc, cette ambivalence que les autres clubs perçoivent, elle est très révélatrice. Ils se demandent, et c'est normal, est-ce qu'il veut vraiment un nouveau projet ou est-ce que c'est une façon, consciente ou pas, d'obtenir des garanties au Real, d'affirmer son importance? C'est très volatile. Je vois. Si une offre énorme arrive et qu'il sent la confiance ailleurs, bon, tout est possible. Mais sinon, l'attraction du Real reste immense. On est vraiment dans la psychologie du joueur de très haut niveau, là. Et pendant que ça bouillonne en attaque, au milieu, c'est pas calme non plus. On apprend via Foot Mercato que Dani Ceballos, lui, il regarderait avec intérêt du côté de l'OM. Ah, Ceballos vers l'OM. Ouais. Apparemment, son envie de rejoindre Marseille serait assez claire. Fabrizio Romano, lui, va plus loin. Il dit que l'OM rêve de le faire signer. Des discussions auraient commencé pour un prêt, peut-être avec une option d'achat. Ça a l'air sérieux comme piste pour Marseille. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant avec ce dossier Ceballos, c'est comment il pourrait s'intégrer dans une réorganisation plus large au Real. Mats Moretto évoque le fait que son départ pourrait ouvrir la porte en interne. C'est-à-dire? Un jeune joueur, Thiago Pitarch, il serait dans les plans pour monter en équipe première si Ceballos partait. D'accord, promotion interne. Exactement. Et si on relie les points, le Real gère le départ d'un joueur d'expérience, Ceballos, qui joue peu, mais peut-être pas en achetant cher à l'extérieur, plutôt en faisant confiance à un jeune ou en ajustant l'équilibre avec ce qu'ils ont déjà. C'est une gestion qui mélange besoins économiques et développement des jeunes. C'est un signal aussi pour le centre de formation, ça. Et toujours dans cette idée de planification à plus long terme, Fabrizio Romano parle aussi de Nico Pass. Il est prêté actuellement, mais il aurait de bonnes chances de revenir et de s'imposer au Real vers 2026. On voit bien que le club prépare l'avenir depuis un moment, l'après Modric, l'après Kroos. Tout à fait. Tous ces éléments mis bout à bout, la gestion de Rodrigo, le départ possible de Ceballos lié à l'émergence de Pitarch, la projection sur Nico Paz, ça dessine l'image d'un club qui doit constamment jongler. Jongler entre la gestion des égos, les attentes immédiates des stars et puis la construction patiente de l'avenir. C'est un numéro d'équilibriste permanent à ce niveau. Très clair. Et l'OM ne bosse pas que sur le milieu, une autre piste semble bien engagée, en défense cette fois. Emerson Palmieri. Ah, Palmieri. Intéressant. Oui, Foot Mercato dit qu'un accord est proche. Et le plus étonnant, c'est qu'il pourrait être libéré par West Ham. Il arriverait gratuitement. Ce serait une sacrée opportunité pour Marseille, ça. On quitte un peu la Liga et la Ligue 1 pour d'autres nouvelles importantes. D'abord, des nouvelles moins réjouissantes.
Une blessure pour Bukayo Saka. Ah mince! Oui, Sami Mokbel de la BBC parle d'une lésion aux ischio-jambiers, absence estimée 3 à 4 semaines. Pour son club Arsenal, ça doit être un coup dur, j'imagine. Ah bah oui, évidemment. Une absence comme ça, surtout pour un joueur aussi influent, aussi décisif que Saka, c'est toujours très pénalisant. Au-delà des stats, hein, les buts, les passes décisives, c'est son profil unique qui va manquer. Sa capacité à dribbler, à créer le danger sur son aile, à étirer les défenses, sa polyvalence aussi. Mhm. Son absence va obliger à des ajustements tactiques, c'est sûr. Il faudra trouver comment compenser sa percussion, sa créativité à droite. C'est jamais simple de remplacer un joueur de ce niveau-là. Bon, on lui souhaite évidemment de revenir vite. Et pour finir, une situation assez particulière nous vient d'Allemagne, de Dortmund plus précisément. C'est Sky Sport DE qui rapporte ça. Ça concerne la famille Bellingham. Il y aurait eu de vives tensions. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors apparemment, tout est parti du remplacement de Joe Bellingham, le frère cadet de Jude, à la mi-temps d'un match contre St. Pauli. Le média décrit une scène où les parents, très mécontents, seraient allés jusque dans les couloirs menant au vestiaire, une zone normalement interdite, pour dire leur façon de penser au staff technique. Carrément, hein. Oui, et le père de Job, qui est aussi son conseiller, aurait même demandé une réunion officielle avec l'entraîneur Niko Kovac. C'est assez explosif comme situation, non? Oui, c'est effectivement délicat et ça sort un peu de l'ordinaire. Ça met en lumière quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le foot moderne, le rôle très actif, parfois même interventionniste, des familles, des conseillers dans la carrière des joueurs, surtout les jeunes talents. C'est vrai. Alors l'implication de la famille, c'est naturel, c'est souvent une bonne chose, mais ce jour d'incident, une confrontation directe avec le staff dans des zones interdites, là où on franchit une ligne, ça peut être préjudiciable. Ça risque de créer des tensions durables entre le club et l'entourage du joueur. Et puis ça met une pression supplémentaire sur les épaules du jeune Job. Oui, pas idéal pour lui. Non. La question, c'est de savoir comment le club, l'entraîneur, vont gérer ça pour préserver la sérénité dont le joueur a besoin pour se développer, tout en maintenant l'autorité du staff. Ça pose vraiment la question des limites à établir dans cette relation club, famille, joueur. C'est clair. Ça nous rappelle que le foot de haut niveau, c'est aussi, et peut-être surtout, une affaire de relations humaines. C'est complexe, bien au-delà du terrain. Tout à fait. Bon, alors, si on essaye de rassembler un peu toutes ces pièces, qu'est-ce qui ressort de tout ça finalement? On a Mbappé qui prend les commandes au Real, mais avec un Rodrigo qui souffle chaud et le froid sur son avenir. Mhm. On a l'OM qui s'active sur des profils d'expérience comme Ceballos, comme Palmieri, pour essayer de passer un cap. On a la blessure de Saka qui va poser un vrai casse-tête tactique. Et puis, ces tensions inhabituelles à Dortmund autour du jeune Bellingham.